Bonjour et bienvenue sur Global One Media, dans notre série d'interviews avec les dirigeants d'entreprises cotées sur les marchés boursiers et les leaders dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain et de la Web3 pour vous aider, nos auditeurs, à prendre des décisions d'investissement éclairées et intelligentes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène, soit marielena.srn sur TikTok, Instagram, Twitter et YouTube. Donc, créatrice de contenu spécialisé dans la Web3 qui notamment défend les valeurs de la blockchain, qui, selon elle, est une technologie qui paraît très complexe, mais qui en réalité est synonyme de simplicité. Bonjour Exactement. Marie, comment vas-tu? Ça va super bien et toi, merci Bastien pour l'invitation. C'est super cool d'être ici avec vous. Très bien, merci, ça nous fait plaisir de t'avoir sur notre show. Donc, pour commencer, si tu devais expliquer la Web3, donc le futur de l'Internet, à un enfant de 5 ans, comment est-ce que tu lui expliquerais simplement? Ouais, alors le Web 3, en fait, c'est tout simplement la décentralisation. Et la décentralisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de partager le pouvoir entre plusieurs personnes au lieu de tout faire soi-même. Si je prends un exemple tout bête qui pourrait faire sens à un enfant de 5 ans, ce serait comme lorsqu'on est à l'école dans une salle de classe, on attribue très souvent une tâche à chaque élève. Un qui nettoie le tableau, l'autre qui distribue les feuilles, l'autre qui fait l'appel ou autre chose. Et c'est pas forcément le maître ou la maîtresse d'école qui fait tout. On partage les tâches, on partage le pouvoir. Et d'ailleurs, dans cette même salle de classe, tu peux échanger des bonbons directement avec tes camarades sans forcément demander l'autorisation à ton maître ou à ta maîtresse pour donner un bonbon à ton pote ou à ton copain ou ta copine. Et le Web3, c'est justement ça, c'est l'Internet décentralisé. Donc, tu peux participer en tant que citoyen, j'ai envie de te dire, à l'évolution d'un site web, autant que de la même manière que tu vas nettoyer le tableau, parce qu'on a décidé tous ensemble que tu allais nettoyer le tableau dans ta salle de classe. Et c'est pareil pour les bonbons, en fait. Tu peux échanger à tout moment, quand tu veux, des produits sur Internet, exactement comme pour l'exemple des bonbons. Et t'as pas besoin de passer par un intermédiaire qui Mhm. décidera à ta place de le faire ou pas. Donc en fait, le Web3, on peut dire que c'est l'Internet de tout le monde. Excellent. J'aime beaucoup ton explication. Et aussi, d'après toi, quel potentiel de rupture la Web3 a-t-il en matière de modèle d'affaires dans différents secteurs? Alors déjà, selon moi, je pense que le potentiel il est énorme puisque le Web3, ça apporte beaucoup de transparence, beaucoup de traçabilité, de confiance, et donc du coup de décentralisation. Et je pense qu'on pourrait appliquer ces nouveaux enjeux à de nombreux secteurs. Bon, je vais pas tous les citer parce je pense que c'est vraiment un peu tous les secteurs pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des business models, tu me coupes si je dis une bêtise ou si tu veux en discuter, ils se basent surtout sur l'acquisition de clients à qui on va vendre des produits ou à qui on va vendre des services. Et avec le Web3, en fait, les acteurs, ils vont plutôt créer une communauté. Donc, on ne parle plus de clients, mais de communauté, de membres d'une communauté. Et à ces membres-là de cette communauté, on va vendre une sorte de ticket d'entrée pour accéder à cette communauté, pour qu'ils décident tous ensemble de l'évolution de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle plus communément une DAO, donc une organisation autonome décentralisée. C'est peut-être un terme un petit peu technique pour ceux qui sont les plus néophytes d'entre nous, mais c'est comme ça qu'on appelle cette organisation dans le Web3. Alors après, évidemment, c'est évident qu'on aura toujours une partie du monde professionnel traditionnel et toutes les entreprises ne vont pas se tourner vers ce genre de business model. Beaucoup d'entre elles vont simplement comment je pourrais dire ça, ajouter la blockchain à leurs produits ou à leurs services sans pour autant devenir des organisations autonomes décentralisées, juste pour apporter un peu plus de valeur au client final. Je pense notamment à Renault. Renault, la marque automobile, ça te parle, je pense. C'est aussi Oui, oui. c'est international, donc je pense que tu Oui, connais. oui. Il y a Renault qui a intégré récemment la blockchain dans son service de logistique, ce qui fait que Renault peut désormais tracer les produits pour optimiser la logistique, donc récupérer, je crois, ils ont fait 30% d'économie en tout sur leur service de logistique, Wow. et pour rassurer le client, de sorte à ce qu'ils peuvent certifier que ce produit vient bien de tel endroit, que c'est le bon produit qui correspond bien à ce modèle de voiture, ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'on peut faire
je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises qui vont être touchées d'une manière ou d'une autre par le Web3. En effet, c'est un potentiel vraiment énorme. Ça va toucher toutes les industries, tous les secteurs. Oui. On a hâte de voir ça. Selon toi, la Web3 contribuera-t-il à une répartition équitable des revenus au niveau mondial? Et quel avantage la Web3 pourrait apporter aux citoyens moyens, en particulier dans les pays en développement? Mm. Alors déjà, est-ce que le Web3 contribuera à une répartition équitable, on va dire, des revenus au niveau mondial? Oui et non, dans le sens où le Web3, il n'est pas là pour résoudre des problèmes d'inégalité pardon, salariale Mm. ou encourager les revenus équitables. Il est là pour surtout redonner le pouvoir aux consommateurs, aux clients, à l'Internet, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Ouais. Et surtout, concernant la data, vraiment les données personnelles, les données personnelles, vraiment la data en soi. Et en fait, on ne passera plus par les serveurs centralisés des GAFAM que tu connais, Instagram, Oui. Meta, Google, tout ça, mais par ceux de milliers de personnes. Donc en fait, si c'est un réseau décentralisé détenu par des milliers de personnes, on reprend le contrôle de nos données et on en fait ce qu'on veut. On peut les vendre si on le veut. Et d'ailleurs, on nous récompense souvent sans qu'on le demande du simple fait qu'on utilise la plateforme qui propose ce genre de service. Mhm. Et je peux prendre l'exemple de Brave. Je ne sais pas si ça te parle, Brave, mais c'est un navigateur qui est justement décentralisé et qui permet non seulement aux créateurs et aussi aux internautes d'être rémunérés pour utiliser Brave. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est de base généré par les navigateurs comme Google ou autres navigateurs pour les publicités, en fait, cette fois, tu choisis comment je pourrais dire ça? De récupérer l'argent qui a été généré par ces publicités-là, tu Oui. vois? Et donc là, ça change tout. Mais après, donc au-delà de ça, évidemment, il y a des solutions qui peuvent augmenter le pouvoir d'achat sans parler forcément d'avoir des revenus égalitaires au niveau mondial. Je peux prendre l'exemple de Travel Prime. Travel Prime, c'est un projet qui consiste à... je prends un exemple tout simple. Quand tu veux réserver un voyage, Mhm. il faut savoir que très souvent, les distributeurs de voyages prennent une commission qui peut aller jusqu'à 15-20%. Et même si le prix de ton voyage est cassé, dans le sens où il y a une promotion même de 50%, il y aura toujours cette promotion-là. Et Travel Prime, en fait, va redistribuer les commissions directement à ceux qui réservent le voyage. Et donc, le fait qu'il y ait une redistribution des revenus, donc là, on parle de même jusqu'à 15-20%, c'est beaucoup, hein. Sur un voyage, ça coûte très cher. Ça Mhm. permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Donc, dans un sens, c'est quand même très bénéfique en termes de revenus. Après, si on part du principe que la blockchain ne regarde ben, ni ton visage, ni ton nom, ni ton âge, ni ton genre, travailler pour une blockchain, ça peut être bénéfique. Quand Mhm. par exemple, tu participes à la sécurité du réseau, notamment sur Ethereum par exemple, tu stacks tes Ethers, ou même au minage avec Bitcoin, il n'y a plus d'inégalité salariale, dans le sens où chacun touchera la même récompense. C'est pas parce que tu es un homme que tu vas toucher 23% de plus de récompense qu'une Oui, femme, qui est aussi validateur sur le réseau. Et c'est plutôt une sorte de... C'est pas vraiment un salaire, du coup, c'est une sorte de récompense, de prestation. Et vraiment, du coup, on casse un petit peu les codes du monde traditionnel et je trouve que c'est super important. absolument. Après, en tant que citoyen moyen dans les pays en développement, parce que tu m'as posé la question, Oui. moi, je pense directement à la crypto-monnaie. Mais en fait, c'est la monnaie du Web3. Si Mhm. on a un Internet décentralisé, il faut une monnaie décentralisée qui va avec. Pour moi, ça va de soi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, absolument. Donc, à partir du moment où tu as t'as un téléphone et que tu as Internet et que l'économie de ton pays, elle est un petit peu bancale, tu peux envoyer et recevoir de l'argent à moindre coût, tu peux avoir accès au crédit, tu peux avoir accès aux assurances grâce à la finance décentralisée qui fonctionne grâce à la blockchain. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la finance décentralisée parce que je pense que c'est un petit peu complexe, on va pas forcément rentrer dans les détails.
Mais en gros, voilà, le Web3 et la blockchain sont vraiment là pour favoriser l'inclusion financière dans les pays en développement. Intéressant. Et puis, quelle crypto-monnaie penses-tu que ça serait qui serait choisie pour le Web3? Est-ce que ce serait la Bitcoin, par exemple? Pour ce qui est de l'usage social dans Ah, les pays en justement. développement, carrément, je pense Oui. totalement à Bitcoin. Et d'ailleurs, il y a des solutions qui sont déjà mises en place dans ces pays-là en développement. Et ça a toujours été Bitcoin qui a été choisi. Et c'est vraiment la monnaie qui est... Enfin, pardon, c'est la crypto-monnaie Oui. qui est destinée, qui aspire le plus à devenir une vraie monnaie, si je puis dire, dans les années à venir. Bitcoin, c'est vraiment c'est ce projet-là qui prime sur le marché puisque c'est vraiment le système de paiement décentralisé, tandis que les autres projets crypto, même s'il y en a quelques-uns qui veulent concurrencer Bitcoin, n'ont pas les épaules, n'ont pas l'étoffe, on va dire, et n'ont pas la confiance des utilisateurs pour remplacer Bitcoin et en utiliser une autre. Vraiment fascinant. Et puis, comme tu le sais, les marchés des crypto-monnaies, des NFT ont souffert énormément en 2022, non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de réputation. Donc, dans quelle mesure cela constituera-t-il un obstacle au développement de la Web3, selon toi? Bon, alors déjà, je pense que c'est important de le rappeler au moment où là on parle, toi et moi, le Hmm. marché des cryptos et même celui des NFT a vachement pris de la couleur en Mhm. termes de volume, en termes de valeur. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Par contre, faut l'avouer, les malheureux événements qui se sont passés en 2022, ils vont ralentir l'adoption du Web3. Ça, c'est indéniable. Je pense notamment à l'effondrement de FTX, Mhm. à l'effondrement de Terra Luna, à la faillite de nombreuses entreprises crypto qui n'ont pas pu suivre financièrement en parlant les autres. Bon, tout ça. En fait, ça va constituer un gros obstacle puisqu'on a non seulement la perte de confiance des régulateurs qui voient maintenant d'un très mauvais œil les entreprises crypto, mais aussi des utilisateurs qui du coup ont peur de perdre leurs fonds suite à une éventuelle faillite d'une autre entreprise crypto. En fait, les gens, en général, ils ont du mal, et c'est ce qui se passe beaucoup en France, du coup, si tu posais la question juste avant l'interview, Oui. ils ont beaucoup du mal à dissocier la crypto-monnaie et les NFT de l'usage que les personnes malveillantes en font. Hmm. Bon. En fait, le gouvernement, il a pris peur parce qu'il ne comprend pas réellement les enjeux de la crypto-monnaie des NFT et du coup, il régule. C'est catégorique, en tout cas en France. Parce que je sais que ça marche pas pareil aux États-Unis, ils préfèrent d'abord sanctionner et ensuite réguler. En Mhm. France, on régule. C'est automatique. Sauf que cette régulation-là, elle peut présenter une sorte de frein à l'innovation, une sorte de frein au développement. Et dans un domaine aussi évolutif que le Web3, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Oui. C'est même contraignant. On peut le voir comme ça. Donc, selon moi, à cause de ça, le Web3 il prendra plus de temps à se développer à cause de cette perte de confiance causée par quelques malheureux acteurs malveillants, en fait. Mhm. Tu vois, c'est dommage. Oui. Et du coup, ça a engendré une régulation plus stricte, plus rapide, et qui met du coup le Web3 en difficulté pour innover. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens s'intéressent maintenant de plus en plus à l'utilité de la crypto-monnaie, à l'utilité des NFT et plus vraiment à l'aspect spéculatif du domaine. Parce qu'ils ont bien vu que l'aspect spéculatif, au final, c'était assez dangereux encore aujourd'hui puisque ça manquait de surveillance et de régulation. Et c'est pas forcément ce qu'il faut voir en premier lorsqu'on veut se lancer là-dedans. Les régulations, en tout cas en France, demandent aux entreprises crypto d'obtenir des statuts, des enregistrements. Et pour obtenir ces statuts, ces enregistrements, les entreprises crypto, elles doivent faire vraiment leurs preuves, elles doivent se développer de sorte à avoir des bons fonds propres, de sorte à investir dans de la cybersécurité. Bon, il y a plein de normes, il y a plein de détails pour s'enregistrer et avoir le statut PSAN qui va bientôt être mis en place en France. Donc ça va demander du temps du coup à ces entreprises-là d'obtenir de remplir les conditions, toutes les conditions pour obtenir leur statut et du fait qu'il y ait une régulation, ça leur met un frein dans le sens où elles pourront pas expérimenter réellement sans se Mhm. faire taper dessus. Et c'est vraiment l'inverse des États-Unis, puisque aux Oui. États-Unis, justement, on laisse les acteurs crypto faire leur vie
Et puis, si ça leur plaît pas, bam, c'est une sanction. Mais il n'y a Mhm. pas directement la régulation. Et je pense que c'est pour ça aussi que le marché des cryptos est, surtout pour les stablecoins, dominé majoritairement par les Américains. Ça a fait un petit peu comme Internet à l'époque. Intéressant. Marie, est-ce qu'il y a des dates importantes ou des événements clés liés à la Web3 que les gens devraient surveiller cette année, en 2023? Oui, tout à fait. Alors, il y a dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain. Je ne sais pas exactement. Bref, il y aura la nouvelle mise à jour sur Ethereum qui s'appelle Shanghai. Cette mise à jour, en fait, elle est très simple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais lorsqu'on est passé de la Proof of Work à la Proof of Stake, on devait stacker des Ethers pour être validateur du réseau. Oui, oui, Et oui. donc, on devait stacker 32 Ethers. Et cette mise à jour Shanghai va permettre aux validateurs de pouvoir retirer enfin leurs 32 Ethers. OK. Ce qui veut dire que, vu que entre-temps, Ethereum a pris de la valeur, ces validateurs-là pourraient se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai attendu plusieurs mois avant de retirer mes Ethers, j'ai fait du bénéfice, je vais pouvoir les vendre. Sauf que là, il y a environ 16 millions de dollars d'Ethers stackés. 16 millions d'Ethers stackés, pardon. Et ce qui fait que tu fais 16 millions fois 1000, 1700, 1800, je sais pas à combien il est aujourd'hui l'Ether, mais il est quand même surévalué. Mhm. Bah, le prix il peut chuter à tout moment. Si tu revends d'un coup 16 millions d'Ethers, le prix il va prendre un coup. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, oui, oui. Donc là, il faudra faire attention, il faudra être vigilant et bien se renseigner sur la date exacte qui va être, je pense, prochainement communiquée OK. par rapport à la mise à jour Shanghai sur Ethereum, parce que ce sera super important. Ensuite, on a dans les mois à venir, pareil, ça, c'est pas encore totalement défini. On aura le procès entre la SEC et Ripple. Donc là, je OK. pense que ce sera plus le procès final, entre guillemets. Ce qui veut dire que si la SEC gagne, il y aura des restrictions sur Ripple et ça va clairement avoir des conséquences négatives sur les autres crypto-monnaies de ce même style-là, puisqu'on va considérer dorénavant, si la SEC gagne, que les crypto-monnaies sont en majeure partie des titres non enregistrés. Et là, ça coûtera extrêmement cher au marché des crypto-monnaies. Et la troisième date qui pourrait être surveillée, ça va se passer en octobre, le 2 octobre, le 12 octobre, je crois que c'est le 2 octobre de cette année, 2023. Il y aura le procès FTX, le procès SBF, Sam Bankman-Fried, je ne sais plus comment il s'appelle, SBF, qui est du coup malheureusement à la tête de la faillite, à la tête de FTX, qui a Ouais. fait faillite il y a quelques mois maintenant. Et le procès aura lieu le 2 octobre, en début octobre. Et là, je pense que ça sera aussi quelque chose à surveiller. Bon, je pense que ça n'aura pas vraiment de grosses conséquences, peu importe la décision sur le marché des cryptos, puisque maintenant, ça y est, FTX est retiré du marché. Ouais. Mais c'est quand même important de voir comment le procès va se dérouler. Excellent, très intéressant. Donc, Marie, Web3 Mentor est consultante à décrypteur.fr. Merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui, de Merci partager à toi. ses opinions et ses mises à jour. Donc, on attend avec impatience de voir les prochains développements et événements de la Web3 au cours de cette année. Merci, Marie. Merci à toi.